Épisode numéro 85 du podcast de Passion MLB. Bonjour à tout le monde, Charles-Alexis Brisebois à l'animation. Cette semaine, à mes côtés pour l'épisode du jour, Sébastien Berroir n'est pas là, petit empêchement professionnel. Je soupçonne, depuis écouter le baseball suite à la défaite des Yankees, que c'est peut-être juste ma théorie qui est la mauvaise. Donc, on est allé du côté de Pascal Harvey, un habitué du podcast. Mon cher Pascal, comment vas-tu? Ça va super bien. On est allé du côté d'un vétéran pour Oui. prendre la relève de Sébastien. Ça va super bien, Charles. La dernière fois que j'ai participé avec vous, il y a quelqu'un qui me faisait remarquer que j'avais l'air dans un bureau de sous-ministre. Puis moi, je me disais, ben écoute, on a dégagé du budget pour que je sois à Toronto. Là, je suis dans une chambre d'hôtel à Seattle, tout prêt à couvrir le match. Mais non, ça va bien, Charles. Farce à part. Tu m'as volé mon punch parce que je voulais faire une blague justement de notre sous-ministre qui est encore une fois dans dans une chambre d'hôtel ou qui est sur la route. Quand tu as parlé de chambre d'hôtel, en fait, je pensais que tu allais me montrer le Rogers Center, puis tu sais que tu allais ouvrir ta fenêtre, puis que là, il allait avoir un terrain de baseball. Non, malheureusement. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Oui, c'est ça. Pascal, juste avant d'aller commencer puis de se rendre au bloc des Blue Jays, il faut que je te demande, depuis le début des séries, là, en général, évidemment, il y a eu les séries de meilleur deuxième, il y a eu les séries de division. Écoute, je pense pas qu'on a les prédictions proches, mais as-tu une bonne moyenne au bâton? Comment vont tes prédictions? Ça frappe pas fort. Ça frappe pas fort. Je veux dire que, si les gens suivent un peu les résumés que Sébastien fait au début de chaque série, Ouais. vous êtes mieux de ne pas acheter de mise au jeu là, en pensant à moi. Là. Ce ne serait pas un bon placement. Sébastien, je pense qu'à la série Wildcard, il avait non seulement eu les 4 équipes, Oui, mais je pense qu'il y avait eu aussi les 4 nombres de matchs, là. Je pense qu'il y avait eu 4 prédictions absolument. parfaites. Ce Absolument. qui est pas rien. Félicitations. Donc, si vous avez Ah des oui, prédictions bravo. à écouter, ben, gars, Sébastien, justement, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a trop la grosse tête, puis en fait, moi, j'ai pas besoin d'être ici, mes prédictions sont trop bonnes. Puis, Je pense que c'est ça. je pense que c'est ça. On va, à défaut d'avoir sa version, on va dire que c'est ça la version aussi. Pascal, évidemment, ce qui va retenir l'attention au cours du podcast, c'est ce qui s'est passé chez les Blue Jays de Toronto. Donc, on va aller dans le bloc chez les Blue Jays. Okay, Blue Jays, let's play ball. Alors, comme prévu, les Blue Jays sont 0-2 dans cette série-là. Écoute, je vais t'avouer que après ce qui s'est passé, évidemment, dans le match de vendredi soir entre Seattle et Détroit, je ne m'attendais pas à ce que Seattle sorte aussi fort que ça. Je pensais que la fatigue serait plus remarquée dans le clan de Seattle, surtout sur le monticule. Je ne m'attendais pas à ce que Bryce Miller, je sais que c'est un bon lanceur, mais on s'attendait à 4 manches de son côté, il en a lancé 6. Dans quel monde, Pascal, en séries éliminatoires, en 2025, un lanceur lance 50% de plus que prévu? Ça n'existe pas en 2025. Ben, c'est le contraire d'habitude. Mais C'est moi, ça. Charles, je te poserais la question, qui était le plus fatigué des Mariners ou de toi qui a fait l'après-match vendredi? Ben écoute, je vais répondre moi parce que moi, il n'était pas 10 heures le soir, il était 1 heure le matin. Puis d'habitude, à cette heure-là, ça fait longtemps que je suis couché. Ouais, puis moi aussi, j'ai plusieurs dodos de fait, je peux te le garantir. Ben, tu sais, les chances que ça se produise, qu'un lanceur lance 50% de plus qu'il devait lancer dans le baseball d'aujourd'hui, c'est quasi impossible, mais malgré que ça se soit passé. Puis ce qui est incroyable, tu sais, tu as mentionné le match des Mariners qui ont fait du surtemps contre les Tigers. 15 manches, c'est pas rien. Là. En série éliminatoire, ils ont fait le voyage vers Toronto, ils ont traversé le continent au complet. Même moi, j'avais écrit un texte, là, puis tu m'avais quand même pisté sur certains éléments samedi matin pour dire que les Blue Jays étaient largement avantagés lors du premier match, justement parce que les Mariners, parce qu'ils ont utilisé des lanceurs partant en relève et beaucoup de lanceurs. Mais au contraire, c'est les Blue Jays qui sont arrivés complètement, mais complètement amorphes lors du premier match, comme ça se peut pas. Oui, Springer, dès les premiers moments, a réussi ce qu'il devait faire, mais après, ça a été terminé. Là. Ça n'a pas été long que ça a été terminé. Puis, tu regardais ça, puis tu disais, non seulement il y a eu le voyagement, mais le mercredi, ils ont joué à Détroit. Par la suite, ça a été d'aller à l'autre bout du pays, de retraverser le continent par la suite, de jouer ces 2 matchs-là en sachant pas qu'ils allaient lancer le match numéro 1, la rotation des Blue Jays qui était en ligne. Donc, tout était en voie.
écoute, idéalement pour une victoire, mais au moins ne pas sortir de façon aussi flat que ça. Tu regardes ça, les Blue Jays qui ont obtenu 2 coups sûrs dans ce match-là, ils ont obtenu quoi? 6 coups sûrs dans le match suivant. Dans les 2 matchs, Pascal, pas de coup sûr passé la deuxième manche. Comment tu peux gagner des matchs de baseball de cette façon-là? Mais tu sais, on a beau critiquer les lancers ne produisent passé dans le premier match, comme ça s'est passé dans le deuxième match, ben, tu ne peux pas demander l'impossible. Tu sais, tes lanceurs ne marqueront pas de points à ta place. Puis quand tu joues contre une équipe comme Seattle, qui, eux, sont arrivés au contraire, énergisés de leur série contre Détroit, puis on s'entend que les Blue Jays étaient favoris quand même. Tu sais, les Blue Jays ont fini premier de leur division. Oui, les Mariners Ouest aussi. Que les gens s'attendaient à ce que les Blue Jays dominent au minimum le premier match. Puis si les Mariners avaient pu remporter un match sur 2 à Toronto, ben ça aurait été repartent en avance 2-0. Puis effectivement, tu ne frappes pas de coup sûr à partir de la moitié du match à aller jusqu'à la fin. Ben, c'est impossible de revenir de l'arrière. Puis à 10-3, ben, c'est encore plus difficile de revenir de l'arrière. Là. Ouais, non, rendu là, c'était un défi quasi impossible. Là. C'est de la façon dont le club jouait, ça se sentait. Puis les lanceurs, bon, écoute, la relève l'a eu difficile lors du match numéro 2, mais Kevin Gausman n'a pas été vilain dans le match numéro 1, peut-être enlevé un peu trop tôt, mais n'a pas été vilain. Trey Savage n'a pas eu la sortie de sa carrière, mais d'un autre côté, a eu certains bons éléments non plus. C'est pas tant, comme tu l'as dit, les lanceurs qui sont à blâmer, c'est vraiment ce manque de production d'attaque. Je regarde la fiche, Pascal. Depuis 2 matchs. Nathan Lucas a 3 coups sûrs. Et Nathan Lucas, c'est ce gars qui s'est frappé une balle sur le genou et qui a quitté le match numéro 1 et qu'on ne savait pas s'il allait jouer. Et finalement, il a été excellent lors du match numéro 2. George Springer a 2 coups sûrs, dont son circuit, évidemment, lors du premier match, lors du premier lancé contre Bryce Miller. Sinon, tu as Ernie Clement, tu as Kirk et tu as Santander qui ont chacun un coup sûr. Et c'est terminé. Donc, écoute, un gars comme Vladimir Guerrero Jr., 0 coup sûr en 2 matchs comme ça. Et moi, la question que je me pose, et c'est la même un peu qu'Olivier, est-ce que le fameux Yankees lose a fini par rattraper les Blue Jays qui ont été arrogants quand même là-dessus? Tu sais, on venait de battre les Yankees, on a agi un peu comme si on avait gagné la série mondiale. J'ai l'impression que cette série-là, Pascal, en fait, est vraiment pas aussi émotive que celle contre les Yankees et que Guerrero n'a pas le feu qui brûle parce que s'il perd contre les Mariners, c'est une chose, mais perdre contre les Yankees, ça ne l'intéressait pas. Je pense pas qu'il veut autant pas perdre contre les Mariners. Oui, mais en même temps, tu es payé 500 millions, tu es supposé d'être le joueur qui fait gagner ton équipe. Puis on se parlait, la question des amateurs, c'était beaucoup ça. Contre les Yankees, est-ce que Guerrero va avoir le meilleur sur Judge? Mm-hmm. Ben oui, il a eu le meilleur sur Judge, puis on est passé à la ronde suivante. Là, on se posait la question, est-ce que Guerrero va avoir le meilleur sur Cal Raleigh? À date, non. Puis il n'y a pas le meilleur sur Jorge Polanco non plus en passant. Il n'y a pas le meilleur sur personne. Puis c'est là qu'on se dit, Charles, possiblement que le bâton de Bo Bichette aurait été important dans cette série-là. Contre les Yankees, là, on ne faisait pas face à un gros club. J'espère que Sébastien ne nous écoute pas. Il va nous réécouter possiblement. On ne faisait pas face aux Mariners de Seattle. On faisait face à une équipe qui a certaines lacunes. À Seattle, actuellement, là, il n'y en a pas de lacunes. Écoute, ce véhicule-là roule à plein régime. Tous les joueurs font ce qu'ils ont à faire. Puis tu as Jorge Polanco qui est tout simplement incroyable, qui produit des points victorieux après la 5e manche. Lui, là, il fait l'inverse des Jays. Après la 5e manche, les Jays, ils ne font plus rien. Puis Polanco se lève, puis il fait des gros coups sûrs. Ça a été le cas contre les Tigers. Et ce gars-là a frappé 2 coups de circuit contre Tarik Skubal. Assurément. Nommez-moi quelqu'un qui est capable d'en faire autant, là. Puis ce serait pas. Moi, le premier nom que je sors du chapeau, c'est pas Jorge Polanco. Là. Fait que, c'est vraiment. Puis c'est pas sa première année, ni sa deuxième, ni sa troisième. Ça fait longtemps qu'il roule qui roule dans le baseball majeur. Il était au Minnesota toute sa carrière. C'est sa 2e année à Seattle. Il est vraiment beau à voir. Là. Puis le gros coup de circuit de Julio Rodriguez aussi. Tout le monde focus sur Cal Raleigh, mais il y a d'autres joueurs dans cet alignement-là. Julio Rodriguez, là, c'est quand même quelqu'un à voir. Là. C'est un joueur qui a obtenu un gros contrat dans le temps, puis on comprend pourquoi. Puis justement, bien entouré, mieux entouré, même j'ai envie de dire qu'il l'était il y a quelques années. Ça lui permet
d'atteindre des nouveaux sommets chez les Mariners de Seattle. Et là, présentement, les Mariners, au moment où on se parle, qui sont à 2 victoires d'une première présence en Série mondiale. Pascal, seule organisation parmi les 30 du baseball majeur qui n'a jamais mis les pieds dans la classique d'automne. Ce serait une belle histoire de voir les Mariners de Seattle, évidemment, se rendre jusque-là. Et selon Marc, ça va arriver. Parce qu'il nous dit que Toronto va choquer pour la suite des choses. Il pourrait demander des conseils aux Maple Leafs, par contre. Là. Il aurait pu demander des conseils avant de prendre l'avion. Comment ne pas te choquer? En fait, ils leur ont peut-être demandé des conseils puis ils ont écouté au pied de la lettre. Toronto. Il y a la zone de Montréal qui nous dit ici une soirée très difficile pour les arbitres derrière le marbre aussi. C'est vrai que ça a été dur. Puis moi, c'est ce que j'ai remarqué aussi, c'est que tu parles de la présence de vétérans. C'est important aussi parce que Trey Savage, aussi bon soit-il, j'ai l'impression qu'il s'est laissé décourager quand, au premier frappeur, tout le monde savait qu'il avait lancé une troisième prise. Il avait le retrait sur 3 prises. L'arbitre ne lui a pas donné. Le frappeur a remonté dans le compte. Ça a atteint le premier coussin via un but sur balle et finalement, ça a amené à un circuit de 3 points. J'ai l'impression que Trey Savage, c'est un apprentissage et c'est normal. Là, je veux dire, c'est quand même un gars qui a commencé dans le A à Dunedin sa saison. Donc, c'est sûr qu'il y a des petits apprentissages comme ça qui arrivent en cours de route. Mais peut-être que si c'est un vétéran comme Shane Bieber, comme Kevin Gausman, comme Chris Bassett, comme Max Scherzer ou peu importe qui lance ce match-là, tu te laisses moins démoraliser par une décision de l'arbitre comme ça. C'est clair. C'est clair. Puis oui, l'arbitre n'a pas été. Et n'empêche que l'arbitre qui est supposé de changer le cours du match, tu n'es pas supposé de te laisser décourager quand tu es un lanceur. Puis tu es supposé d'être motivé quand tu es un frappeur parce que tu sais que l'arbitre va en manquer. À ce moment-là, regarde, retrousse-toi les manches et essaie de faire gagner ton équipe autrement. Puis oui, si ça avait été un vétéran, possiblement qui aurait réagi autrement. Mais en même temps, tu le dis, ce gars-là commence au bas de l'échelle, puis il lance le deuxième match de la série de championnat de la Ligue américaine. C'est quand même quelque chose. Là. Absolument, absolument. Puis je l'ai trouvé quand même impressionnant malgré tout. On ne peut pas dire que c'est une grande sortie, mais on peut dire que c'est une sortie qui a été impressionnante à certains égards de réussir par la suite comme ça, de lancer comme un bon 4 manches où il a très bien fait. Finalement, en 5e, là, peut-être que son gérant aurait pu l'enlever un petit peu plus tôt, mais il y a quand même eu une période de quelques manches où il a tenu son équipe dans le match. Donc à ce niveau-là, c'est quand même bien de voir que Trey Savage, qui a vu là, des releveurs s'échauffer dès la première manche, a réussi à durer aussi longtemps que ça. Donc à ce niveau-là, c'est un apprentissage. Pour la suite des choses, Pascal, la série qui se dirige du côté de Seattle, ça va être George Kirby contre Shane Bieber lors du match numéro 3. Ça va être Luis Castillo contre Max Scherzer, ça a été confirmé pour le match numéro 4. Écoute, s'il y a un match numéro 5, on peut s'attendre à ce que Kevin Gausman revienne sur le monticule et on peut s'attendre à ce que Brian Wu soit en mesure de faire ses débuts en série. Ça a été le meilleur lanceur des Mariners cette année, mais évidemment, en fin de saison, il s'est blessé et il n'était pas encore disponible pour revenir dès le début de la série. Mais on s'attend, si tout va bien et qu'il n'y a pas de recul dans sa progression, à ce qu'il soit prêt pour le match numéro 5. Là, c'est tout un défi pour les Blue Jays parce que tu perds 2-0, c'est un format 2-3-2. Ça veut dire qu'il faut que tu ailles en gagner au moins 2 à Seattle sur 3 matchs. 2. C'est ça. Et si tu en gagnes 2, ça veut dire qu'il faut que tu gagnes tes 2 à la maison. Donc, c'est quand même, écoute, c'est pas complètement fini pour les Blue Jays, mais disons que s'il existe un scénario catastrophique après 2 matchs, ben c'est celui-là. Ben, il ne pouvait pas se permettre de perdre les 2 matchs à domicile en début de série, sachant que tu prends la route pour 3 matchs. C'est quand même une formule casse-gueule là, quand on regarde ça, là, parce que il faut absolument que tu gagnes au moins un match à domicile en débutant. Fait que là, comme ça, ben, ça te met moins de pression. Actuellement, là, le scénario que tu viens de nommer avec les lanceurs des Mariners, Kirby, Castillo, peut-être où, c'est le meilleur scénario pour Seattle. Kirby et Castillo, ils ont été impliqués dans le match décisif contre les Tigers. Ils ont eu le temps de se reposer parce que Miller a fait la job. Maintenant, Kirby, c'est un des meilleurs lanceurs du baseball majeur, mine de rien. Castillo, c'est un lanceur agressif. C'est un lanceur qui est capable de te donner des manches. Puis où il va, il n'est pas en parfaite forme, mais même où en moyenne forme, il est capable de quand même de bien faire. Exact. C'est un lanceur qui est très, très, très dominant. Puis si on l'a ajouté à cet alignement-là, Pascal, selon moi, c'est qu'on croit qu'il est capable de faire la différence. Absolument. Parce que t'as pas. Écoute, tu n'as pas besoin, c'est pas vrai. Mais tu sais, tu n'as pas
systématiquement besoin dans l'optique où tu as 4 excellents partants. Donc, si Wu n'était pas capable de faire la différence, on ne l'aurait pas amené. Si on l'amène, c'est parce qu'on sait qu'il est capable d'être un lanceur qui fait la différence dans ce match numéro 5-là. Donc, j'ai hâte de voir évidemment ce que ça va donner à ce niveau-là. Il faut parler de quelques commentaires qu'on a ici. Pascal, il y en a un de la part de Louis, à qui je dis bonjour, qui nous dit « La perte de Beau Bichette commence à faire mal. » Ça ressemble drôlement à ce que tu m'as dit avant qu'on rentre en onde. Ben, absolument, absolument. Je veux dire, défensivement, on peut toujours combler la perte de Beau Bichette, qui n'est pas un joueur extraordinaire en défensive parmi les joueurs d'arrêt court, mais offensivement, son opportunisme, le fait qu'il est capable de frapper la balle dans les allées, le fait qu'il est capable de frapper la balle à tous les champs, c'est un frappeur de contact. C'est vraiment le bâton de Beau Bichette qu'on avait besoin, principalement dans cette série-ci. Contre les Yankees, c'est correct, là, on est passé à travers, mais contre Seattle, contre la qualité des lanceurs des Mariners, définitivement que la perte de Beau Bichette fait très, très mal. C'est de voir un Beau Bichette comme ça qui est absent, de voir Anthony Santander qui a eu mal au dos, qui n'a pas pu frapper dans le match numéro 2. Par la force des choses, évidemment, Santander n'a pas la plus grande des saisons, Pascal, mais on l'a vu quand même en série, même s'il ne fait pas toujours la différence, il y a quelques coups sûrs ici et là, évidemment, mais même s'il ne fait pas toujours la différence, moi, ce qui me fascine de ce gars-là, c'est qu'il est capable d'aller chercher des apparitions au bâton qui durent 6, 7, 8, 9 tirs. Donc, même si tu te fais retirer sur 3 prises, par exemple, au bout de ces apparitions-là, ben, tu as quand même mangé des lancers. Puis tu le sais comme moi que 6, 7, 8 lancers en série, c'est l'équivalent de 9, 10, 11 en saison parce qu'on a toujours la corde un petit peu plus courte avec le nombre de tirs. Donc, c'est de ne pas avoir le bâton de Santander aussi. Par la force des choses, ça fait une différence dans le match numéro 2. Ben oui, puis qui peut prendre la relève puis avoir autant d'impact au bâton? Tu l'as dit, Santander, il n'a vraiment, mais vraiment pas la saison à laquelle on s'attendait quand on l'a signé, mais n'empêche que il est impressionnant pour un lanceur quand il se présente au marbre, ça fait réfléchir les lanceurs. Puis quand tu fais des fausses balles, quand tu fais lancer le lanceur adverse, ben veux pas, c'est ton équipe qui en bénéficie. Puis ça joue dans la tête des lanceurs, puis ça joue dans la tête du gérant de l'autre équipe aussi, là. Assurément, assurément. David nous mentionne ici, les Jays ont joué au-dessus de leur tête longtemps cette saison avec des Ernie Clement, des Nathan Lucas, Captain Kirk, Addison Barger, Brandon Little, mentionne la relève en général aussi. Est-ce que tu as un peu ce même sentiment-là que certains joueurs qui commencent à s'essouffler? Ben peut-être. Puis c'est des joueurs de soutien qui sont devenus des joueurs essentiels quasiment avec les blessures. Puis c'est des joueurs qui ont mérité leur temps de jeu aussi parce que c'est des joueurs qui ont bien performé. Mais en série, c'est pas ces noms-là qu'il faut qu'ils se lèvent, là. C'est Vladimir Guerrero, c'est Josh Springer. Santander, on l'a nommé malgré qu'il est pas dominant. Bichette, il n'est pas là, il peut difficilement se lever. Mais tu ne peux pas demander à la brochette de joueurs qu'on vient de voir apparaître à l'écran de gagner des matchs en série, là. Oui, ils vont peut-être t'en faire gagner un, mais tu ne peux pas leur demander de gagner une série à eux seuls, là. On a Louis ici qui dit les Mariners ont une meilleure attaque que les Blue Jays. Est-ce que tu es d'accord avec son affirmation? Actuellement, oui. Actuellement, du premier au dernier frappeur, tout le monde fait son travail à Seattle. Ils sont hyper opportunistes, ils frappent quand c'est le temps, ils obtiennent des gros coups sûrs. On a parlé dans le dernier match contre les Tigers, là, mais on dirait que ce match-là, personne ne voulait le gagner au final. Mais les 2 matchs à Toronto, moi, je les ai trouvés drôlement opportunistes. Ouais, j'ai aimé ce que j'ai vu de l'attaque des Brewers de Milwaukee, des Brewers de Milwaukee. J'ai la tête aux Brewers, Pascal, parce que On va y arriver. on vient d'apprendre que c'est 1-0. Là, il y a eu un coup de circuit en début de première manche. Pour ceux qui nous écoutent en différé, là, on enregistre mardi soir à 20h, donc au début du match numéro 2 entre les Brewers et les Dodgers. Donc oui, c'est une attaque qui fait bien. Puis écoute, comme Mathieu l'a dit, je trouve que les Mariners ont un alignement très équilibré. Il ne faut pas être surpris du rendement de la relève. Écoute,
oui, il y a Cal Riley, mais tu l'as dit, il y a Jorge Polanco qui est en train de devenir Monsieur Octobre par la force des choses. Tu as Julio Rodriguez, tu as Josh Naylor qui est capable de se lever, tu as Suarez, tu as plein de gars comme ça qui sont capables d'être dangereux. JP Crawford, à ses heures, je n'ai pas envie de le sous-estimer. Là, on dirait qu'il est capable de se rendre sur les buts de façon un petit peu sneaky là, par la force des choses. Ça n'arrive pas nécessairement souvent, mais quand ça arrive, ça fait mal quand ton 9e frappeur se présente comme ça, puis tu as Randy Arozarena qui revient comme premier frappeur. Donc, c'est vrai que c'est une équipe bien construite. Et moi, ce que je remarque aussi, tu as Mathieu qui nous parle aussi de la relève des Blue Jays, mais par la force des choses, que ce soit en raison des frappeurs ambidex ou non, tu n'as jamais 2 gauchers de suite ou 2 droitiers de suite. Donc, c'est dur pour la relève des Blue Jays, qui n'est pas excellente, de dire « Ah ben ça, c'est ma pochette pour amener mon releveur gaucher. Ça, c'est ma pochette pour sortir un droitier. » Par la force des choses, c'est plus difficile pour John Schneider de naviguer à travers cet alignement-là via son alignement de releveur. C'est plus difficile pour John Schneider de naviguer là-dedans. Il aurait peut-être tendance à garder son lanceur partant plus longtemps, justement, pour éviter. Mais Gausman, il aurait peut-être pu le garder plus longtemps lors du premier match. Gausman a donné, il a donné un but sur. Mais je veux dire, il y avait encore du gaz, là. Il y avait encore plusieurs tirs dans le bras, puis c'est ton lanceur numéro 1. Fait que, tu sais, si tu n'es pas capable de conserver ton lanceur numéro 1 plus longtemps que ça dans ton match numéro 1, ben, tu donnes tout. Puis la relève, elle n'a pas été. Oui, elle a été chanceuse par moment, mais depuis le début des séries, elle ne fait définitivement pas le travail. Fait que oui, on dirait qu'actuellement, l'attaque de Seattle est construite exactement pour faire mal à la relève des Blue Jays. Oui, assurément. Faut rendre hommage à Cal Riley qui a connu une saison extraordinaire. Absolument. C'est une saison extraordinaire offensivement parlant, évidemment, avec les coups de circuit, mais Pascal, tu sais à quel point j'aime les receveurs de franchise. Et Cal Riley, en série, pour la première fois de l'année, a laissé passer une balle. Des balles passées, il n'en avait pas laissé passer une. C'est un excellent receveur défensif. Il est capable de naviguer avec le personnel de lanceurs. Et je veux te raconter quelque chose que j'ai entendu. C'est l'entraîneur des lanceurs des Mariners qui dit quand il y a une petite réunion et que Cal Riley va voir son lanceur, normalement, tu sais comme moi, l'entraîneur des lanceurs se rend aussi. Lui, il dit moi, j'y vais pas parce que c'est l'équipe de Cal Riley. Je ne sais pas ce qu'il dit, mais j'ai confiance en lui. Je sais qu'il dit la bonne chose. Je n'ai pas besoin de m'en mêler. C'est son club à lui. Tu sais, pour qu'un entraîneur des lanceurs ait confiance en ce point à son receveur, ça en dit long sur la qualité du gars derrière le marbre. Ce n'est pas juste un gars qui frappe qu'on a installé derrière le marbre parce qu'on ne sait pas où mettre. C'est un excellent receveur. Tu sais, tu n'as pas besoin de t'appeler Aaron Judge, tu n'as pas besoin de t'appeler Shohei Ohtani pour être un joueur concession. Non. Actuellement, Cal Riley, il est un joueur concession. Ouais. Puis tu sais, il n'est pas flashy, là. Il ne se promène pas avec des breloques, il ne se promène pas avec 42 chaînes dans le cou. Il fait juste sa job. Puis tu vois qu'il aime ça, puis tu vois que le gars, il est parfaitement en confiance. Puis il aurait pu s'asseoir sur sa saison de 60 circuits, puis il aurait pu dire, ben regarde, moi je suis en liste pour le titre de MVP, je vais voguer là-dessus, je vais avoir des séries ordinaires. Eh boy, je pense que c'est mal de connaître. Lui, il a le goût d'aller en série mondiale, puis il n'a pas juste le goût de se rendre en série mondiale, je pense qu'il a le goût de la gagner aussi. Puis actuellement, là, dans les 2 premiers matchs, il a été un joueur d'impact. Puis j'ai comme l'impression qu'il va continuer d'être un joueur d'impact lors des prochains matchs à Seattle. Il va être devant ses partisans. Puis on sait comment il est aimé là-bas, on sait comment il est respecté. Puis moi, ça ne me surprend même pas que l'instructeur des lanceurs décide de ne pas se rendre au monticule. Qu'est-ce qu'il pourrait dire de plus que Riley dit déjà à son lanceur? Exact. Puis, tu sais, des fois, c'est pas nécessairement de le conseiller sur quel tir faire. Des fois, c'est juste de lui faire changer d'idée ou quoi que ce soit. Puis, quand tu es un entraîneur des lanceurs, tu peux pas arriver et faire une joke de pète puis répète. Là, mais, tu sais, peut-être que c'est ça écoute, je suis prêt avec des intentions, peut-être parce que son surnom, c'est Gros Cul. Mais c'est peut-être ça qui fait aussi Cal Riley, quand il se présente sur le monticule, de faire des jokes de pète puis répète. Mais peu importe c'est quoi, il y a la recette magique, puis ça fonctionne bien parce que ce personnel-là est excellent. Commentaire ici de la zone de Montréal qui nous dit les Blue Jays se sont placés dans une situation difficile. Dans l'histoire de la MLB, seulement 5 équipes ont gagné une série 4 de 7 en ayant perdu les 2 premiers matchs à la maison. Gros défi quand même. Puis surtout, on en a parlé un petit peu, puis c'est un peu l'esprit de ces 2 premiers matchs-là. C'est une chose, Pascal, de perdre. Si tu perds, par exemple,
comme les Brewers dans le match numéro 1 où c'est serré et tu avais une chance, c'est une chose. Dans le match numéro 1 et 2 de la série de championnat de la Ligue américaine, on le savait que c'était fini. Là. On aurait pu appuyer sur publier dans nos textes qui nous disaient les Mariners ont gagné le match une couple de minutes d'avance puis on n'aurait pas eu à changer notre titre. C'était fini. Là. Ah non, c'est pathétique. C'est pathétique. Tu sais, je veux dire, tout le pays est derrière l'équipe. C'est quand même une bonne dose d'énergie. Mais moi, je comprends difficilement qu'on ait tout laissé sur le terrain contre les Yankees. Puis on a festoyé le champagne, les lunettes, les cigares. Tu viens de gagner une ronde. Là. Tu n'as pas joué la première. Tu gagnes une ronde contre les Yankees que tu as battu toute l'année anyway. Puis tu te présentes après. Puis c'est cette série-là qu'il faut que tu gagnes absolument pour te rendre en série mondiale. Puis tu ne te présentes pas les 2 premiers matchs. Mais à quoi tu penses? Tu penses que tu vas gagner les 3 à Seattle? Puis que tu vas revenir à Toronto comme si de rien n'était? Tu sais, Seattle, les Mariners, ils ne leur font pas de cadeaux. Là. Non, ils sont vraiment pas là pour leur faire des cadeaux. Les Mariners aussi ont faim. Ils ne s'étaient pas rendus en série de championnat depuis 2001. C'était la saison recrue d'Ichiro qui vient d'être intronisée au Temple de la Renommée. Là, juste pour remettre les choses en perspective d'à quel point ça a été long pour les Mariners. Les Mariners qui n'avaient pas, tu le sais comme moi, là, ça a pris 20 ans avant qu'ils refassent les séries. Là, ils ont fait quoi en 2022? C'était la première fois depuis 2001 qu'ils avaient participé aux séries éliminatoires. C'était une saison complètement folle de 116 victoires cette année-là. Ça avait été assez historique. On ne s'était pas rendu à la série mondiale. Là, je pense qu'on a peut-être l'équipe pour le faire. Donc, on verra ce qui va se passer, évidemment, dans les prochains jours. Puis, ils ont battu qui en 2022? Oui, c'est ça. Ouais. Puis on se souvient, souviens-toi là, justement là, premièrement, Kevin Gausman avait été retiré un peu tôt aussi, si je ne me trompe pas. Mais on se souvient surtout de la collision chansante entre George Springer et Bo Bichette. Springer qui avait été sorti via civière ou le petit kart, là, je ne me rappelle pas, mais en tout cas, il y avait eu besoin d'assistance pour quitter cette rencontre-là. Donc, peut-être que les Blue Jays sont un peu hantés par cette série-là de 2022. Peut-être. Eric, il nous dit Scherzer, demain contre les gros frappeurs des Mariners, il ne l'aura pas facile. Scherzer, ça va être jeudi. Shane Bieber qui va lancer demain. Mais c'est sûr que c'est un défi pour Scherzer quand même à ce niveau-là. Moi, l'impression, Pascal, que j'ai, c'est qu'on l'a réchauffé dans les dernières semaines. On a dit qu'il y avait des maux de cou qu'il avait soignés. Donc, peut-être que ça explique ses performances difficiles en fin de saison. Peut-être aussi que c'est un écran de fumée puis qu'on est juste mal pris puis qu'on veut faire lancer Scherzer malgré ses performances difficiles. Je ne le sais pas. Ceci étant dit, moi, ce qui me... un aspect sur lequel je me questionne, on va le dire comme ça. Shane Bieber, Max Scherzer, tu peux prendre des releveurs comme Jeff Hoffman, comme Louise Varland, que j'aime bien, mais qui l'a un petit peu difficile ces temps-ci. C'est 4 lanceurs qui sont propices à la longue balle. Et à Seattle, c'est dur de frapper la longue balle parce que c'est un gros stade de lanceurs, contrairement au Rogers Center, qui est un énorme parc de frappeurs. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est peut-être une raison aussi pour qu'on a gardé Shane Bieber dans le match 3, puis pourquoi on se dit, Max Scherzer, c'est à Seattle qu'on va le faire lancer, puis c'est pas lui qu'on décide d'amener en relève dans le match numéro 2. C'est parce qu'on se dit, ça se peut que certains coups à Toronto soient des circuits, mais que là-bas, Dalton Varsho soit à la piste d'avertissement, ils soient en mesure de la capter. Donc, j'ai l'impression que ça fait partie de la donne aussi, mais il en demeure pas moins qu'Eric a raison, il ne l'aura pas facile contre les Mariners. Mais il ne l'aura pas facile. Puis même si c'est un stade de lanceur, moi j'ai comme l'impression que Scherzer qui débutait un match, c'est comme un bullpen day déguisé, là, selon moi. Scherzer, j'ai comme l'impression, on s'entend qu'il ne lancera pas 7 manches. Quand il va avoir fait 3 manches, dépendamment de sa performance, j'ai comme l'impression qu'on va passer rapidement à un autre appel. Mais en même temps, peut-être que je me trompe. J'espère me tromper pour les partisans des Jays, mais effectivement, les frappeurs des Mariners, si ce n'est pas des circuits, au minimum, vont récolter des doubles, mais n'empêche qu'ils sont capables de frapper la balle solidement contre les lanceurs des Blue Jays. Puis Bieber et Scherzer ne seront pas épargnés là, pour autant. Là. Non. Puis si je joue à l'avocat du diable de mon propre argument, écoute, tu as vu la saison que Cal Riley a connue, c'était pas des petits circuits que tu te dis ah, c'est un circuit avec la petite clôture à New York. Mais non, c'est des circuits que tu te dis 30 stades sur 30, c'est même pas proche d'être un circuit. Donc, s'il l'épingle, ça se peut que ce soit une longue balle quand même à 462 pieds du marbre. Oui. Il faudrait s'attendre à voir peut-être un ou deux circuits de Riley lors des matchs à Seattle. Oui.
Prédiction, Pascal, je te demande de te mouiller un petit peu là, à la vue de ce que tu as vu dans les matchs numéro 1 et 2. Les matchs numéro 3, 4 et au besoin 5 auront lieu mercredi, jeudi et vendredi. Donc, ma question pour toi, Pascal, samedi matin, quand tu écris tes textes habituels sur le passionmlb.com, est-ce que tu parles de l'élimination des Jays ou tu parles d'une série qui se continue? Ben moi, je donne le prochain match aux Blue Jays là, parce que là, il va y avoir l'effet inverse. Il va y avoir l'effet que les Mariners vont revenir devant leurs partisans. Peut-être qu'ils vont gérer l'enthousiasme d'une façon un peu différente. Les Jays, eux, ils sont supposés, puis je dis bien supposés, arriver le couteau entre les dents. Donc, moi, je donne le prochain match aux Jays, mais malheureusement, c'est à peu près le seul match que je leur donne pour les 3 prochains. Là. Fait que oui, il y a des grosses chances que je parle de l'élimination des Jays. Si je remonte dans les textes de prédiction, tu avais les Blue Jays en 6. J'avais aussi les Blue Jays en 6. C'est encore Mon, sur la table. mon Internet va mal. Le mien aussi, d'ailleurs, parce que j'avais la même prédiction que toi. Là. Tu rentres dans un tunnel, hein, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. C'est ça, c'est Exactement. ça. C'est bien fait quand même, hein, les fameux tunnels d'hôtel. Euh, Pour donc, se oui, rendre écoute. aux cuisines. Oui, c'est ça. Donc, écoute, c'est une prédiction qui est encore possible, mais je n'irai pas jusqu'à la qualifier de réaliste. Euh, Pascal, oui, vas-y. OK. M'entends-tu, Pascal? Oui, je t'entends bien. J'ai dit, gagez pas votre maison là-dessus. Non, 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 gagez pas votre maison, certain. Pascal, ça fait le tour de ce qu'on avait sur cette série-là entre les Blue Jays et les Mariners de Seattle. Donc, allons voir ce qui s'est passé de l'autre côté dans la Ligue nationale. Si on reste sur le jeu des prédictions, comme à peu près toute l'équipe de Passion MLB, tu prédis les Dodgers. Tu as été avec les Dodgers en 6. Moi, mes prédictions vont très bien là, parce qu'évidemment, là, les deux équipes que j'ai prédites sont en retard, là, les Blue Jays et les Brewers, parce que oui, j'ai décidé d'y aller avec les Brewers de Milwaukee. J'ai décidé d'y aller avec les Brewers, Pascal, parce que deux éléments. Un, la relève des Dodgers ne m'inspire pas du tout confiance et on sait à quel point c'est important un enclos de relève dans le baseball d'aujourd'hui en série. Et l'enclos, en fait, des Brewers est vraiment, vraiment, vraiment dominant. Mais j'y suis allé aussi avec les Brewers parce que même si je sais que le baseball d'octobre n'est pas le même, on parle quand même de 8 victoires de suite avant le match d'hier des Brewers contre les Dodgers. 6 cette année et 2 en 2024. Je me suis dit, ça vaut peut-être pour quelque chose. Est-ce que les Dodgers qui n'ont pas battu les Brewers depuis 1 an et demi vont être capables de les battre 4 fois en 1 semaine et demie? C'est pour ça que j'ai prédit les Brewers en 7. Mais hier, on a vu que cette série-là peut vraiment. Tu sais, je suis beaucoup plus confiant en le 7 qu'en le Brewers de ma prédiction parce qu'on a vu hier que cette série-là peut aller de tout bord, tout côté. Ben, ça peut. Oui, il y a des grosses chances que ça aille en 7 si on se fie à l'allure du premier match. Puis ça peut aller d'un côté ou de l'autre. Moi, j'ai pris les Dodgers parce que je me dis, la seule équipe qui peut se rendre en série mondiale de façon consécutive et peut-être la gagner, ben, c'est l'alignement actuel des Dodgers. Par contre, on connaît la saison des Brewers, on sait ce qu'ils ont été capables de faire avec une équipe de col bleu. Hein. Ouais. Ces gens-là mettent leurs bottines de travail à tous les jours, puis se présentent sur le terrain. Puis ils l'ont démontré lors du match 1 parce que c'était un bullpen day. Puis de donner 2 points aux Dodgers de Los Angeles dans le cadre d'un bullpen day, ben, je pense que tu mérites d'avoir du succès dans cette série-là. Puis ça peut se passer parce que, comme tu le dis, les Dodgers ont presque pas battu les Brewers au cours des 2 dernières années. Puis là, tu te ramasses en série, puis il faut que les Dodgers gagnent 4 matchs. Fait que ça peut aller d'un côté ou de l'autre, mais n'empêche que, tu sais, on s'entend. On s'entend qu'il y a plus de talent dans le vestiaire des Dodgers que dans celui des Brewers. Mais en série, à cette étape-ci, c'est embêtant. C'est embêtant quand même. Puis écoute, je ne serais pas le premier étonné si les Dodgers devaient gagner cette série-là. Tu sais, j'avais les Dodgers. En fait, j'hésitais entre les deux jusqu'au moment où j'ai vu cette fameuse statistique-là là, qui m'a fait un petit peu déclencher de ce côté-là. Ceci étant dit, les Dodgers, c'est une bonne équipe de balle.
peut-être sauf quand vient le temps de courir sur les sentiers. D'ailleurs, Pascal, là, qu'est-ce que c'est ça, ce double jeu-là? As-tu déjà vu ça dans ta vie d'homme de baseball qui regarde du baseball depuis très, très, très longtemps? Un jeu comme ça où Teoscar Hernandez et Will Smith ont décidé qu'on courait les buts de l'autre côté et que finalement, on a réussi. En fait, la vraie question, c'est ça. Peu importe si la balle a été attrapée ou pas, finalement, ça a été une balle qui a été qualifiée comme tombée. Pourquoi Teoscar n'a pas marqué? C'est ça la vraie question. Ben, écoute, c'est difficile. Puis c'est pas un coureur qui l'a échappé, là, c'est deux coureurs. Ouais. Est-ce qu'un coureur a influencé l'autre? J'en ai aucune idée. Mais tu sais, de voir une balle être frappée dans le champ extérieur, de voir un relais au marbre, de voir le receveur aller au troisième but, Ouais. c'est assez unique, là. Ouais. C'est vraiment unique. Puis de voir les coureurs, comme tu dis, qui courent dans le sens inverse. Tu te dis, on est en série de championnat de la Ligue nationale. Ouais. On s'appelle les Dodgers, on s'appelle les champions défendants de la Série mondiale. Ouais. Puis on joue du baseball de clown, là, clairement. Là. On dirait quasiment que c'est une ligue de bière. Là. Fait que je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui s'est dit dans le vestiaire après le match. Ils ont dû se dire, wow, OK, on a eu de l'air à des raisins, mais on a quand même gagné le match. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. D'après moi, on s'est dit une chance qu'on a gagné. Parce que si tu perds ce match-là par 1 point et que ce point-là, c'est le point que Teoscar n'a pas marqué, ça n'a pas de sens. Comme je l'ai dit, que la balle soit attrapée ou pas, écoute, on est passé à quelques pouces d'un grand chelem. Là. C'était loin, 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 loin. Teoscar avait le temps d'arriver en joguant, mais il n'était pas sûr si la balle avait été attrapée ou pas, en sachant de toute façon que dès que la balle touche au gant du voltigeur, la règle du ballon sacrifice s'applique de toute façon. Donc, il y avait juste à toucher à ce moment-là puis partir à courir. Mais c'est de base. Je veux dire, quand la balle est frappée, c'est sûr, quand la balle est frappée à l'intérieur ou un roulant à l'avant-champ, ben là, tu n'as pas le choix, tu cours. Mais quand la balle est frappée au champ extérieur, tu colles ton but. Tu as juste à faire. Puis l'instructeur au troisième but, je ne sais pas, ça ne tentait pas, ça ne tentait pas de parler, ça ne tentait pas de dire hey, tu t'en viens ici, tu colles ton but. Peut-être qu'il regardait tout simplement le jeu puis il avait l'air à se dire wow, OK. Mais non, ça n'a pas bien paru. Là. Non, pas exactement. Hein? Je veux qu'on parle plus positif, par exemple, chez les Dodgers. S'il y a un aspect très, très, très positif, c'est la sortie de Blake Snell, d'affronter le nombre minimal de frappeurs en 8 manches de travail. Il y a des gars qui se sont rendus sur les buts, mais par la suite ont été épinglés, puis ça a fait en sorte que, bon, ultimement, en 8 manches, il a affronté 24 frappeurs seulement. Évidemment, on ramènera le débat de il fallait-tu qu'il revienne en 9e manche, mais si on prend ce que lui pouvait contrôler, c'est-à-dire est-ce que je reste dans le match ou pas, wow! Blake Snell, qui n'est pas un habitué de lancer longtemps en série, puis évidemment, on pense à Kevin Cash, mais juste règle générale, l'an passé, quand il a lancé son match en point et coup sûr, c'était la première fois de sa carrière qu'il lançait en 9e manche. C'est pas un gars qui est habitué d'aller loin dans les matchs. Et là, c'est parce qu'il s'est économisé, parce qu'il a affronté seulement 24 frappeurs, mais de le faire en série, de le faire contre les Brewers, de ne pas donner de points en 8 manches comme ça, j'ai été franchement impressionné. C'est une des belles performances qu'on a vues en série. Et Dieu sait, Pascal, qu'on en a vu des belles performances de lanceurs en séries éliminatoires cette saison. Ben absolument. Puis depuis qu'il est revenu de sa blessure, Blake Snell, moi je pense que c'est le lanceur le plus dominant des Dodgers. Il est plus dominant qui, oui, a eu un début de saison canon. Après ça, il y a eu un passage à vide, puis il y a quand même eu une pas pire fin de saison. Plus dominant que Shohei Ohtani au monticule. Snell, actuellement, c'est le meilleur lanceur des Dodgers. Puis j'ai vu circuler puis c'est pour ça que je souriais quand tu parlais de Snell. J'ai vu passer un meme justement sur Internet, puis il disait la seule personne qui aurait pu faire gagner les Brewers, c'est Kevin Cash. Il y avait une image où Cash demandait la balle à Snell lors d'un fameux match contre les Dodgers en passant. C'est vrai, c'est vrai. C'était contre les Dodgers. Fait que, c'est vrai, c'est en série mondiale. Il est beau à voir lancé, honnêtement. Tu sais, c'est toujours beau à voir lancé un lanceur gaucher. Ouais. Il y en a de moins en moins dans le baseball majeur, mais moi, ça m'a toujours fasciné. Puis lui, j'aime particulièrement son style, j'aime particulièrement la façon dont il se débarrasse de la balle, tu sais, juste à la bonne hauteur. Je l'aime comme lanceur, puis actuellement, il fait le travail. Donc là, on ramène la question que j'ai balayée sous le tapis il y a quelques secondes à peine. En 9e manche, tu l'aurais ramené? Ben oui.
considérant le nombre de frappeurs, considérant le nombre de lancers, considérant qu'il, justement, il est dominant depuis au moins un mois, tu lui laisses la balle. Tu te dis, actuellement, c'est mon lanceur le plus hot. Il n'est pas question que je m'en aille avec ma relève qui est tout croche. Ben oui, je lui aurais laissé la balle. Puis surtout considérant que tu n'as pas une bonne relève. Puis oui, Rocky Sasaki fait bien en 9e manche, mais à force de l'utiliser, il revient d'une blessure. C'est sa première année dans le baseball majeur. Tu vois qu'il y a encore des trucs à apprendre par la force des choses et c'est normal. Ça aurait été bien d'avoir justement ce vétéran-là qui reste sur le monticule. Et Sasaki, bon, il l'a échappé, il a envoyé des coureurs sur les sentiers. On a fini par amener Blake Trinan et personne ne se sent en confiance à Los Angeles. Le bon vieux Blake. Oui, exactement. Personne ne se sentait en confiance à ce moment-là avec Blake Trinan sur le monticule. Et finalement, c'est passé vraiment proche. Là. C'était 2-1 à ce moment-là. On avait réussi à marquer un point via un but sur balle. Il y a eu beaucoup de buts sur balle dans cette 9e manche-là. Là. Il y a eu 3 buts sur balle, incluant le but sur balle intentionnel à Shohei Ohtani. Et là, tu arrives, tu es en 9e manche comme ça, tu peux donner la victoire à ton équipe. Et ils ont été chanceux que Sal Frelick, le frappeur, s'élance sur un tir qui était vraiment à la hauteur des yeux et qui n'avait pas de bon sens parce que juste avant, même Trinan avait failli égaler le match parce qu'il avait lancé pratiquement sur le frappeur qui s'était tassé. Il y en a beaucoup qui l'ont critiqué de se tasser. Moi, je ne le critique pas. Là. C'est un réflexe humain de ne pas vouloir recevoir une balle sur le genou. Là. Mais c'est passé excessivement proche de voir l'égalité être créée et de voir ce match-là se poursuivre en 10e manche. C'est une aventure. Hein? À chaque fois que Dave Roberts s'en va avec sa relève, il doit se croiser les doigts puis il doit se dire moi, je me ferme les yeux, là, puis vous me direz combien ça a fini. Mais n'empêche qu'il y a une grosse attaque, ils ont des bons partants, mais la relève, tu le dis dans ton introduction, là, c'est pas chic, comparativement à celle des Brewers. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est Yoshinobu Yamamoto qui est sur le monticule, un lanceur un peu plus fiable. Tu vois, je regarde la mise à jour sur le site du baseball majeur, c'est 2-1 pour les Dodgers. Tantôt, c'était 1-0 sur un coup de circuit. Je n'ai pas vu évidemment comment ces 2 points-là ont été marqués. Je le rattraperai après l'enregistrement du podcast. Donc, une série qui va être intéressante à suivre. On a annoncé aussi au cours des dernières heures, Pascal, que c'est Tyler Glasnow qui va lancer le match numéro 3 et on va donner la balle à Shohei Ohtani pour le match numéro 4. Ça va permettre aux besoins, si on se rend jusque-là, Snell et Yamamoto qui peuvent revenir pour le match numéro 5 et 6. Et si jamais match numéro 7 il y a, ce sera Tyler Glasnow qui reviendra sur le monticule avec la possibilité de voir Shohei Ohtani peut-être revenir en relève à ce moment-là si jamais on en a besoin. Et j'ai l'impression que si on se rend jusque-là, vraiment pas impossible qu'on utilise Shohei Ohtani. Ce serait le fun de le voir utiliser en relève juste pour voir la petite gymnastique de comment on va le gérer, comment il va aller se réchauffer dans l'enclos, un peu comme il l'a fait durant la Classique mondiale, dans en 9e manche, là, quand il a lancé contre les États-Unis, contre Mike Trout, etc. De le voir lancer, puis après, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est la fin du match, c'est une chose, mais sinon, est-ce que tu demandes à Teoscar Hernandez de prendre le chemin des douches, puis tu l'envoies finir le match dans le champ droit? Tu sais, ça va être quelque chose de, si on l'utilise en relève. Là. Ben, c'est ça, puis il faut gérer la stratégie qui vient avec aussi, là, parce que c'est pas simple. Mais une chose est sûre, les Dodgers vont marquer beaucoup moins de points dans cette série-là qu'il y en aurait marqué dans une série 4-7 contre les Reds, exemple. Contre les Reds, ils se sont payés la traite, là, mais contre les Brewers, là, c'est pas le même animal. Là. Brewers, c'est une équipe qui est faite pour les séries. Puis, si on imagine un peu les scénarios, une série mondiale Mariners-Dodgers, ça fait du sens. C'est deux équipes de l'Ouest. Une finale Mariners-Brewers pour les codes d'écoute, on repassera. Là. C'est pas les marchés les plus hauts de l'Amérique. Maintenant, ben là, il faut spéculer une série mondiale Blue Jays-Dodgers, ce serait du bonbon. Ouais. Dans quel avion Shohei Ohtani viendrait à Toronto? C'est ça la question sur la table. C'est ça la question, tout à fait. Est-ce qu'il y aurait un vol à part ou il se déplacerait uniquement avec l'équipe? Moi, en fait, la vraie question, ce serait est-ce que Miles Straw, qui a été acquis pour aucune raison, parce que les Blue Jays voulaient de l'argent pour les bonnets internationaux pour Rocky Sasaki, puis ça n'a pas fonctionné, puis finalement, Miles Straw est devenu super important. Est-ce que Miles Straw ferait un circuit dramatique en 9e manche contre Rocky Sasaki? C'est ça la question que je me pose. Écoute, ça serait débile, là. Je pense que ça, il n'y a personne qui aurait pu l'imaginer, là, en 100 ans. Là. Non, vraiment pas. Un peu comme le jeu des Dodgers sur les sentiers.
Ouais, ça vraiment, là, c'était assez difficile à imaginer, là. Je pense pas qu'on va revoir quelque chose comme ça de sitôt, là. Pascal, ça fait le tour de ce que j'avais pour ces 2 séries-là. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent avec moi, d'avoir analysé comme ça ce qui s'est passé dans les premières séries, dans les premiers matchs de la série de championnat dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale. Ça a été un plaisir de jaser. Juste avant, en fait, là, je t'avais demandé ta prédiction pour la prédiction revue et corrigée après quelques matchs pour la Ligue américaine. Dans la Ligue nationale, est-ce que tu restes avec les Dodgers? Moi, dans la Ligue nationale, je reste avec les Dodgers, oui. Excellent. Je vais rester avec les Brewers, mais avec pas toute la confiance du monde, mais c'est un club qui est capable de faire quelque chose. Mais en 7, c'est possible. En 7, ça se peut. Ça se Oui, peut. On va espérer que ça va prendre des grosses fins de match, disons, là, pour que les Brewers l'emportent. absolument. Donc, merci beaucoup, Pascal, d'avoir été là. Toujours un Ça plaisir fait là, plaisir, de Charles. jaser. Et merci à tous les auditeurs qui sont venus nous poser des questions. Évidemment, on est toujours très, très content de lire vos questions. C'est la raison pour laquelle on enregistre le podcast dans un format en direct comme ça sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube et sur X. Pour ceux qui veulent nous écouter dans un format podcast plus traditionnel, toutes les bonnes plateformes de podcast, on est aussi sur le passionmlb.com. Il y a une section podcast où vous pouvez retrouver tous nos enregistrements. Et évidemment, on vous recommande d'aller nous suivre, Passion MLB, sur les réseaux sociaux, passionmlb.com pour l'actualité du baseball. C'est la meilleure période de l'année pour suivre ce qui se passe dans le baseball majeur et on est là à tous les jours. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été à l'écoute. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'aura lieu le prochain enregistrement. Évidemment, en temps normal, c'est les mercredis soirs 20h. Là, on s'adapte un petit peu au gré de l'horaire du baseball majeur, évidemment. C'est plus logique comme ça au mois d'octobre. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux et on vous fera signe à quel moment aura lieu le prochain enregistrement. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là. On vous souhaite de l'excellent baseball et on vous dit à la prochaine.